Projet ADO, votre émission préférée, cette semaine, toujours avec Sarah Usan. Sarah, bonsoir. Bonsoir Bernard, comment vas-tu? Eh bien, tout à fait bien, mais on va se poser la question, est-ce que nos ados vont aussi bien, surtout quand ils sont émigrants et qu'ils arrivent dans un nouveau pays, Israël en l'occurrence. Ce soir, on va essayer de rentrer dans la tête d'un adolescent qui fait sa alia et qui arrive ici. Qu'est-ce qui se passe? Et pour ça, on a plein d'invités et plein de réflexions personnelles. Sarah, tu as eu des ados, toi, qui sont arrivés? Ouais. Moi, je suis arrivée il y a bientôt 12 ans. Mon grand avait 14 ans. Et après lui, 11 ans et 8 ans. Bon, après, un plus petit, mais c'est vrai que c'est pas la même chose d'intégrer des ados. Je pense que c'est un parcours un petit peu du combattant. Et maintenant que je travaille aussi au CFAR avec les ados, je peux dire que c'est beaucoup plus difficile pour des ados, même garçons. Je ne sais pas pourquoi, j'ai remarqué ça. Eh bien, on va essayer d'en savoir beaucoup plus sur les ados en appelant certains invités. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, un ado francophone qui part de quelque part en France et qui arrive en Israël a fait énormément de concessions même pour venir. D'abord, il a suivi ses parents, ce qui n'est pas toujours une évidence, parce qu'il voulait peut-être pas obligatoirement faire ça à l'IA. Et puis, il a laissé tomber son école, sa communauté, sa bande de copains, peut-être une petite copine, plein de potes très proches. Et même si Internet aujourd'hui s'est développé et que tu peux rester quand même en contact, tu n'es plus dans le move, tu n'es plus dans l'histoire. Non. Et cette histoire de plus être dans l'histoire, pourquoi? Pour une société où tu ne parles pas la langue, tu ne connais pas les codes. Et finalement, tu avais des chances d'être un garçon qui va jusqu'au bout et qui se développe en France. Pour retrouver ce même niveau, ça va prendre des années. C'est le parcours du Et combattant. ça, c'est un choc. Ouais. C'est ce choc qu'on va essayer d'analyser et comprendre comment le surmonter. Alors, je propose qu'on plonge tout de suite dans l'histoire et qu'on prenne contact avec Shai. Shai, c'est un jeune qui a passé un peu des étapes de cette intégration et on va lui poser les questions qu'il faut pour essayer de comprendre un peu plus cette histoire. Allez, on y va. Shai, bonsoir. Bonsoir. Alors, Shai, est-ce que tu peux nous donner un peu ton parcours depuis ton arrivée en Israël? Quel âge tu avais et déroule? Bien sûr. Alors, je suis arrivé en Israël à l'âge de 10 ans. Je suis arrivé fin 2013. Dès que je suis arrivé, on a tout de suite été pris en charge de la mariée. On nous a donné l'adresse d'une école qui s'appelait Oziel. Cette école, en fait, elle avait un ulpan pour les Français. C'est-à-dire qu'en dehors des cours, on avait 2-3 heures d'apprentissage d'hébreu. Et aussi, en fait, on nous avait directement sélectionnés comme français. C'est-à-dire que pendant les cours, voilà, on nous aidait pas. Techniquement, on nous aidait pas, on nous laissait sur le côté. C'était dur. Franchement, c'était dur. Je me suis tourné les pouces pendant au moins 2 ans là-bas. Puis ensuite, on arrivait à Chouvou. C'était une école directement. On était encadré par des professeurs israéliens. Il y avait Essaye de des me frères, mais par préciser un contre, truc parce que c'était pas très clair. Tu as dit, comme on était des Français ou en tant que Français, alors on nous aidait pas. Tu as ah oui, l'impression bien qu'on sûr. n'aidait pas Alors, pareil des Français? Ou alors, on non, t'a pas du tout. promis C'est de parce t'aider que et t'as pas reçu les aides. C'est quoi le truc? on a, on nous a, non, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on nous mettait de côté et on nous disait, voilà, vous avez une classe de français pour apprendre l'hébreu. Ok. Et ça a été une très mauvaise chose dès le départ parce que on a été conditionné déjà à cet apprentissage forcé. Moi, je trouve que c'était tellement forcé que tu pouvais pas apprendre. Par exemple, comment donner un exemple? Imaginez à côté, vous avez des camarades qui sont français, en parlant français. En fait, les professeurs, ils parlaient français là-bas. Non, en fait, tu veux On dire, avait, tu veux dire, en fait, si je comprends bien, que vous étiez dans un environnement que français, les profs français, les élèves français. Donc, en fait, pour favoriser l'apprentissage de la langue, c'était beaucoup plus difficile. Maintenant, comme on n'a pas beaucoup de temps à exactement. l'antenne, je me permets de te faire un petit peu plus raccourci tout ça. Tu as dit qu'après ça, tu es passé dans une autre école. Donc, après ces 2 années où tu t'es roulé les pouces, tu es passé dans une autre école. Et là-bas, est-ce que tu as mieux appris? Essaye de vraiment nous dire combien de temps, qu'est-ce que tu as appris là-bas et est-ce que tu as avancé dans l'apprentissage et dans l'intégration?
Alors là-bas, j'ai appris pendant 2 ans. Elle s'appelait Chouvou l'école. Et en gros, je pensais que ça allait être mieux parce que nous, les Français, on aime bien quand c'est le secteur un petit peu cadré. Vous voyez, quand on nous enlève les téléphones en classe, ça rassure les parents, tout ça. Mais là-bas, en fait, c'était le même niveau. Là-bas, en fait, on avait comment expliquer ça? On avait les professeurs qui, bah, en fait, c'était la même chose. Hein. Donc, en fait, alors, C'était en fait, tu as eu les 2 premières années, 0 intégration. 2 années suivantes chez Chouvou, 0 intégration. Raconte-nous après où c'est que vraiment les choses ont commencé à bouger pour toi et où tu as vraiment commencé à t'intégrer et à apprendre, quoi. C'est surtout ça. En fait, on avait un professeur là-bas qui était extrêmement gentil, il s'appelait le Rav Segal, et il nous avait conseillé de nous disperser dans des écoles, dans des internats, pour Ok. apprendre la langue. Très bien. Et j'ai pas réussi à m'enlever cette idée de la tête. Et j'ai fait ça à mes parents, j'aurais pas enlevé cette idée de la tête. Et on s'est mis à chercher un internat, pas loin de Netanya. On a cherché, on a trouvé un internat un peu plus qui avait un certain niveau de religion quand même, qui avait le filat obligatoire, tout ça. Mhm. Et là-bas, on a vu que j'avais des gros problèmes aussi en lecture, en écriture, mais j'ai réussi en fait à progresser extrêmement rapidement au niveau de l'hébreu parce que j'étais entouré d'Israéliens. Il y avait que ça. Il y avait des Israéliens, il y avait 80% d'Éthiopiens dans cette école. J'ai appris avec eux la langue. J'ai appris, je dormais avec eux, je mangeais avec eux. Il y avait, allez, 2, 3 Français dans cette école et ça m'a permis vraiment d'avoir un développement personnel au niveau de l'hébreu qui était incroyable. D'accord. Et là-bas, tu as eu ton bac. Là-bas, j'ai passé mon bac pro. D'accord. C'est mon bac Et là, pro aujourd'hui, électricien. tu fais quoi? Et là où je suis à l'université en train d'apprendre l'électricité. Tout ça est financé par l'armée de l'air, qui finance un projet pour les futurs électriciens dans l'armée. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'élèves compétents et qui ont envie d'apprendre. Et en fait, dès mon arrivée à mon école, qui s'appelait Ben Yakir, on m'a dit, voilà, tu vas apprendre l'électricité à un niveau très haut euh, pour que tu aies une chance dans la vie. Et voilà, moi j'ai appris, j'ai travaillé et je travaille toujours. Ok, Qu'est-ce que alors tu fais? si j'ai bien compris, Mais Shai, une fois que tu avances et que tu termineras cette histoire-là de ce diplôme, tu as un boulot qui est promis pratiquement à l'armée? ah mais par contre, il est signé déjà. Il est déjà Tout est signé, déjà d'accord. signé. En fait, c'est en fonction nos performances à l'école. Ils veulent des électriciens dans l'armée. Ils en ont vraiment besoin. Et ils sont vraiment prêts à tout. Et en fait, moi, je pensais plutôt me diriger vers ça parce que c'est pas commun pour un Français. C'est pas du tout commun de voir ça en fait, de voir qu'il va pas travailler dans les call centers, autour de Netanya avec que des Français. Maintenant, je suis dans une école sur le plateau du Golan où il y a que des Israéliens. On dort là-bas. Je suis à 200 km de ma maison. Il y a pas de bar, il y a vraiment rien autour. On est là-bas pour bosser. Et il y a que ça qui va faire travailler le cerveau d'un élève, c'est tout ce qu'il y a autour. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en 2 mots qui a été le plus difficile quand on est un ado francophone qui fait son alia, donc, hein, qu'est-ce qui a été le plus dur? Bien, personnellement, ça a été l'intégration avec les autres élèves. Euh, ça a été Plus au niveau parce de que la langue ou plus au niveau de la culture israélienne, des habitudes, alors des codes? il y a la mentalité qui est aussi extrêmement différente de la française. Les Israéliens sont beaucoup plus chaleureux que les Français. Ils sont beaucoup plus accueillants et tout, mais par contre, il faut rentrer dans leur délire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Israéliens, en fait, en France, par politesse, tu peux dire viens chez moi quand tu veux. Un Israélien, il va venir chez moi, il va te débouler un Shabbat, tu sais pas pourquoi. C'est la mentalité, elle est comme ça ici. Mais c'est pas grave, c'est vraiment quelque chose de nouveau et différent et ça fait vraiment un peu d'air frais Ok. comparé à la France. Eh ben, et dernière question, Voilà. est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que tu as les mêmes chances et les mêmes égalités qu'un Israélien pour construire ta vie? Alors pas du tout, Bon, bah, c'est cash. pas du tout parce que ouais, pas du tout parce que déjà premièrement, on a cette
cette idée reçue sur les Français déjà de base, qui réussissent tout dès qu'ils y arrivent comme ça, donc on va pas vraiment leur aider. Voilà, on va pas leur faire la vie facile. Moi, c'est ce qui m'est arrivé depuis toujours, hein. On m'a dit, t'es français, quoi qu'il arrive, tu réussiras, tout ça. Que ce soit aussi dans les études. Franchement, t'as pas la langue, t'as compliqué d'écriture et de lecture. Franchement, c'est compliqué de se diriger vers quelque chose d'autre, comme les études quand t'es français. En fait, le cheminement de base d'un français, par exemple à Netanya ou à Hadera ou à d'autres villes peut-être, c'est d'abord on termine le bac, on fait l'armée, ensuite on verra. Et bah, ça se dirige pas forcément vers des études ou quelque chose de vraiment peu commun comme les Israéliens en fait, parce qu'en Israël le niveau du bac il est très faible. C'est pour pousser les gens à l'étude en fait, c'est pour pousser les gens à la nouvelle technologie ou les choses comme ça. Les Français ils n'ont pas vraiment cette compréhension et ils se dirigent directement vers l'armée ou d'autres choses qui sont plus intéressantes. D'accord, ok, compris. Bon, en tout cas, toi, tu es content de ton parcours, c'est ça le principal. Ah oui, c'est vraiment une fierté. Je me suis dit que j'ai bossé pour l'avoir. J'ai tout fait. Donc, Ah, et on va te souhaiter après, Beatzlacha pour la suite. Ouais, Voilà. vraiment. On espère que Merci. d'ici 1 an ou 2, Bonne dans chance à une vous. émission, on t'invite, tu nous dis, ça y est, je suis à l'armée, je Ah, maîtrise. mais je deviens chroniqueur. Je deviens chroniqueur. Ah ouais, Y a pas de chroniqueur ou problème, électricien alors? Chroniqueur Les électricien. deux. Ah d'accord. Chai, Les on deux. te souhaite bonne Ouais. chance. Bonne chance, Chayou. Bye bye. Alors, Petroc, bonne chance. Bye bye. Merci beaucoup pour votre interview. Sarah, c'est intéressant de voir un peu les idées reçues. D'abord, les Français sont comme ci, ils vont réussir comme ça. Ils arrivent, on a l'impression même qu'on va leur faire presque des croche-pieds parce qu'ils sont un peu trop. Ah bah moi, on me le dit souvent, hein, Ouais, qu'ils ouais. sont mes Founakim. Mais Founakim, ils sont un peu trop gâtés. Mes Founakim, on Ils me sont un dit peu trop oui. gâtés. Donc, mais quelque part, il a dit un truc aussi intéressant, c'est-à-dire une fois que tu as réussi à rentrer, comme il dit, dans leur délire, Dans leur délire. tu commences à comprendre leur tête, comment ils fonctionnent, et là, il les trouve beaucoup plus chaleureux, c'est-à-dire une beaucoup plus grande ouverture. Et c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il va falloir passer ce barrage-là, c'est un peu comme C'est pas simple, hein. Voilà. C'est pas simple, mais bon, je pense que ce qu'il a dit aussi pour le parcours des études, à la fin, que c'est pas vraiment les mêmes égalités, les mêmes chances, mais en fait, je pense que c'est la base des prédispositions par rapport à quand tu arrives, quoi. Les Israéliens, paf, tout est tracé, c'est plutôt facile pour eux, ils font bac, armée, et après, cursus d'études. Les Français, ils sont un peu plus paumés parce qu'il faut qu'ils rament, et je pense qu'il a mis le doigt dessus, ils rament beaucoup plus, et ils savent pas vraiment où aller. Et il y a pas vraiment, ça manque un petit peu. Il n'y a pas un plan construit dans la Voilà. tête, alors que chez Israélien, c'est déjà Exactement. assez tôt ce qu'il va faire. C'est prédéfini, c'est prédéfini, quoi. Je veux dire, les Français, je pense qu'ils ont aujourd'hui, ce qu'on devrait faire, c'est peut-être construire un masloul, un chemin où on les aiderait à faire des choix d'études justement et à se diriger, parce que je pense qu'ils sont un peu paumés après l'armée, hein. Oui, alors ce que je te propose, Sarah, on va aller voir un professionnel qui est sur Ouais. le terrain directement, Exact. qui gère dans son petit village de Yemi Nord, dans cette grande école qui se trouve là-bas, où il y a énormément de Olim Hadashim de tous bords, le responsable des Français, qui est bien connu, je suppose, de pas mal de gens qui vont nous voir ici, David Ouaki. Et David Ouaki, on va lui poser les mêmes questions un peu qu'on avait posées à Chai, avec quelques petites différences pour savoir confirmer ou infirmer tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Allez. David, bonjour. Bonjour. Alors David, toi tu es le responsable de la branche francophone de Yemi Nord, ce grand lycée d'où on voit la forêt du Carmel, on voit la mer à Haïfa. Et dans ce cadre enchanteur, tu reçois chaque année des dizaines et des dizaines de Français Olim. Alors c'est important pour nous d'essayer de comprendre, avec ton regard à toi, de personne qui est sur le terrain, qui vit les Olim sur le terrain tous les jours. On va aller d'abord par une question un peu cash et ensuite on va revenir pour savoir un peu ce que tu fais et ton parcours. Alors, quelles sont les difficultés principales que tu vois que rencontrent le plus souvent les élèves Olim quand ils arrivent à Yemi Nord, ou en tout cas ceux que tu as croisés toi, qui arrivent tout frais? Quelles sont les difficultés majeures qui vont maintenant s'opposer à eux? Il faut savoir qu'on est dans un campus scolaire, c'est-à-dire lycée-internat, et donc forcément c'est du 24/7, je dirais. Et donc ce que je vois le plus souvent, c'est juste le fait que les jeunes qui viennent d'arriver ont une difficulté à s'adapter, je dirais, aux codes sociaux de tout le monde, aux codes culturels de chacun des élèves, puisque c'est un campus essentiellement fréquenté par des jeunes Olim depuis déjà plus de 65 ans.
Et aujourd'hui, c'est vraiment très multiculturel. Et de s'adapter comme ça avec un monde, avec des jeunes de différents horizons, c'est des fois un petit peu difficile. Et de comprendre un peu plus comment ça se passe le monde israélien. C'est-à-dire que pour un jeune qui vient à peine d'arriver en Israël, qui plus est, qui est tout seul en Israël sans les parents, d'intégrer une classe où c'est pas la salle avec le couloir, le CPE comme on dit en France, qui est là pour ouvrir pour les toilettes, je dirais, sans manquer de respect au CPE. Et là, c'est tout d'un coup se retrouver un peu plus la prise de responsabilité. Je sors, je rentre, des gens rentrent dans la classe sans forcément être invités. Où on est. Et petit à petit, on essaie justement de redresser un petit peu tout ça alors, en expliquant qu'il y a vraiment une prise de responsabilité. Quelqu'un qui le comprend va très rapidement réaliser que son parcours, il est là pour réussir son bac et pour réussir son cursus. D'accord. David, pour toi, ces codes-là sont encore plus importants que la langue? C'est-à-dire, c'est le premier obstacle vraiment? C'est là où il va se cogner? Oui, parce que la langue, malgré tout, ils arrivent plus ou moins à essayer de trouver le moyen de pouvoir justement fréquenter, de dire quelques mots. La plupart, malgré tout, des jeunes francophones connaissent des petits mots comme ça à gauche à droite. Et ça, aussi bien pour des jeunes qui ont vécu, je veux dire, qui sont venus en Israël en tant que touristes. On connaît Mashlomcha, Kamazéolé, Ksat, ksat, etc. ksat, ksat. Voilà, ksat, ksat. Donc tout ça, bon, bien sûr, on arrive à s'arranger, mais comprendre véritablement que c'est un monde qui est différent par rapport à ce qu'ils ont vécu en France, ça prend un peu plus de temps pour eux pour essayer de comprendre. De savoir que, comme je l'ai expliqué, on est dans un lycée-internat, et donc il y a aussi la partie internat qui est importante. Se lever, c'est un éducateur qui va faire le réveil, et il y a des tâches ménagères, c'est à eux, c'est incombé à ses élèves. Ça fait beaucoup de choses à intégrer, hein, donc. Chose à intégrer la première fois. Et néanmoins, on le fait de façon beaucoup dans la douceur. On le fait dans la douceur, on le fait dans la flexibilité. Et c'est pour ça que c'est adapté dans le sens où c'est malgré tout bon enfant lorsque on le fait dans la première année. Et petit à petit, on augmente un petit peu les paliers, je dirais. Voilà. Mais de façon générale, euh, c'est vrai que là, on base beaucoup sur l'adaptation. Et quand je vois des jeunes qui ont vécu, en l'occurrence, dans des cursus scolaires de quartier, je dirais, je suis sûr que Sarah comprend ce que je dis, savoir que ça soit dans des grandes villes, et ben c'est en général ces jeunes-là qui ont goûté déjà, parce que les parents disent non, l'internat c'est un pensionnat, c'est pour ceux qui font des problèmes. Non, c'est faux, c'est pas forcément pour ceux qui font des problèmes. Mais lorsqu'on commence déjà une première année dans un cadre de lycée de quartier, on se rend compte qu'on est très rapidement marginalisé, qu'on a du mal à faire sa place, parce que ça va très vite, c'est un petit peu rattraper le train en marche. Et puis, voilà, il y a beaucoup de différences. Et eux-mêmes rentrent dans une sorte de spirale, ces jeunes, qui est l'école buissonnière, qui est être un petit peu, entre guillemets, oisif à l'école. Et ça, les parents le remarquent après 6 mois, des fois plus. D'accord. David, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous donner le profil type d'un olé, d'un élève olé? Le profil type, c'est important parce qu'on a une espèce d'image toujours, en tout cas chez les Israéliens, le olé Mefounak, gâté, qui arrive, qui a de l'argent de France, qui a fait des écoles, un peu le nez en l'air. Quoi. Et souvent, la réalité, elle est un peu différente quand même. Tout à fait. Moi, ce que j'ai pu voir, je peux parler de mon expérience personnelle, en tout cas ici, depuis que je suis à Iminor, c'est plus de 150 anciens élèves. Pour la plupart, ne sont pas tous, comme je l'ai expliqué, venus directement depuis la France chez nous, mais on passait par une station intérimaire, je dirais, d'une école de quartier dans la ville de destination. Et le point commun, c'est véritablement une difficulté, des fois, d'une part, au niveau de l'alias, c'est-à-dire de comprendre que ils ont je dirais un dédoublement d'identité parce qu'ils savent pas vraiment qui ils sont tout d'un coup. Aussi bien français, aussi bien israélien. Non, quel rapport moi et le monde israélien, quel rapport moi avec la culture israélienne, avec l'histoire d'Israël. Entre parenthèses, aujourd'hui j'ai fait une excursion avec des jeunes
avec les jeunes. Des fois, ça m'arrive de les amener. On est allé dans le Golan pour essayer justement de leur apprendre, en l'occurrence, les différents tracés de la guerre de Kippour. C'est de comprendre un petit peu que s'ils sont là, ça date, je dirais, du miracle, en tout cas du rationnel des soldats d'Israël qui ont protégé Israël d'une. Et ils étaient intéressés, ça les a accrochés? Et donc, alors justement, je rajouterai en plus de ça qu'on a eu un guide qui n'était pas plus ni moins que le frère de Avigdor Kalani, pour ceux qui connaissent, célèbre, qui était même ministre, et célèbre héros de la guerre de Kippour, qui était dans les tanks, et lui-même était dans les tanks. Donc c'était un témoignage vivant, véritablement. C'était pas genre le guide qui montre Versailles, voyez ici tel muret et tel lustre. C'était vraiment vivant. Et malgré tout, je me suis aperçu que, mais quel rapport, moi, en leur posant la question, comment vous avez trouvé, etc. Mais oui, mais c'est bien, mais bon, la guerre de Kippour, c'était il y a longtemps. Quel rapport, moi, avec ça il faisait froid. Enfin bon, des petits trucs comme ça. C'est vrai que c'est un processus. C'est un processus. Et au départ, je peux le comprendre. Je ne le fais pas dans la critique, mais je peux comprendre que eux-mêmes sont dans une difficulté de savoir qui on est, qui ils sont. On a quitté la France, mais néanmoins, je me sens plus peut-être français. Et d'un autre côté, Israël, je ne sais pas vraiment si je veux rester. C'est plutôt la décision de mes David, parents. avec ton expérience, on pourrait parler des heures, tu as plein de Oui. choses à nous dire. Oui. Je vais te lancer directement dans le bain et ça nous aidera à enchaîner avec notre invité suivant. Si aujourd'hui tu étais la personne qui, au Misra d'Aklita, a les moyens de mettre de l'argent sur la table et d'investir, tu investirais où pour essayer de mieux gérer cette vague de Olim francophones qui arrive et qui tombe des fois un peu entre deux chaises, entre deux décisions gouvernementales et qui ne se retrouve pas toujours dans la politique générale? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour intégrer ces Olim de telle façon à ce qu'ils disent « Waouh, j'ai senti la main du pays qui était avec moi et qui me tenait le bras durant toute mon intégration ». Déjà, d'une part, je pense que, bien sûr, l'éducation, c'est vraiment, c'est pas parce que je suis dans le domaine, mais c'est prioritaire. Ça enlève vraiment une épine au pied, je dirais, des parents. De savoir que les enfants sont placés et qui sont bien et qui sont épanouis. Après coup, les parents ont beaucoup plus de facilité à se concentrer dans leur intégration. Le deuxième point, c'est bien sûr le domaine justement de professionnel, ce qu'on appelle en hébreu le ta'asuka, et qui est aussi important. C'est-à-dire, ce sont deux domaines importants où justement, je pense que le ministère de l'intégration doit donner priorité à ces deux domaines-là, afin de pouvoir permettre une véritable intégration. Lorsqu'on fait un petit peu les statistiques, je vais pas être là la personne qui va dire que tout le monde retourne, comme on peut voir dans les médias, où c'est 80%, ou je ne sais quoi, ces chiffres un peu fous. Mais néanmoins, il faut savoir qu'il y a quand même une difficulté chez les Olim d'intégration, parce qu'ils ont été au départ accompagnés, et puis un petit peu à partir de 3 ans, 4 ans et plus, ça y est, ils sont considérés comme israéliens, mais c'est pas suffisant. Un francophone, il a besoin de beaucoup plus de temps parce qu'il est dans sa bulle pendant même plus que 5 ans. Et donc, il faudrait justement accompagner et rallonger cet accompagnement qui est formidable, qui est pratiquement dans la plupart des villes, mais c'est au départ. Ça suffit pas. Et c'est ça, c'est un petit peu, bien sûr, encore une fois, ça, je l'explique par rapport aussi, encore une fois, aux codes sociaux d'Israël. En général, en Israël, on dit, OK, on va t'aider au départ quand tu es un petit enfant, et puis quand tu arrives déjà à partir de l'adolescence, 15-16 ans, taloker et tatzmecha, comme on dit en hébreu, tu te prends en main complètement. Et je pense que c'est ça un petit peu le point, mon point de vue, qui est un accompagnement plus important, qui durerait plus que 5 ans. Parce que un Olé Hadash, en tout cas pour un francophone, il se considère encore une fois comme nouvel immigrant, même 7-8 ans. Moi, je reçois des jeunes qui sont là déjà depuis 7-8 ans et qui ne savent pas encore parler. C'est des choses que les gens ne comprennent pas toujours. C'est que la période d'intégration est beaucoup plus longue et parfois beaucoup plus tortueuse que les belles idées qu'on va se raconter des fois. Vous inquiétez pas, dans 2 ans, il va parler hébreu, il connaîtra les codes et tout. Et en fait, c'est pas la réalité du terrain.
Tout à fait, tout à fait. Encore une fois, je le dis, même de la façon dont on comprend les choses. Moi, en tout cas, je suis en contact avec des jeunes, comme je l'ai dit, qui sont là, qui arrivent et qui veulent venir chez nous parce qu'ils ont une difficulté dans le cursus qu'ils étaient dans leur ville. Et quand je dis, en l'occurrence, pour essayer justement de l'aider à cette inscription, au niveau même de l'école et du Misra d'Achinour, on me dit ah, mais 3 ans, ah, il est déjà ancien, il est déjà vatique. Oui, c'est ça. Il y a un tas de normes après 2 ans, après 3 ans, après ça, qui ne correspondent pas à une réalité obligatoirement du terrain. Voilà. Oui, puis ça David, dépend- on va ça te dire dépend des merci. On va devoir courir vers nos Bien invités sûr. d'après. En tout Allez-y, cas, courez. merci beaucoup pour ton intervention. Tu nous aides à y voir plus clair, puisque le thème de l'émission ce soir, c'est rentrer dans la tête de l'ado qui fait sa alia. Et on va essayer de comprendre encore mieux avec notre invité suivant. Merci David et bonne continuation Bonsoir, David. dans ton village. Et bonne chance, à bientôt. Au revoir. Alors Sarah, avec tout ce qu'on entend, et Shai aussi m'a assez convaincu, on a l'impression vraiment que même si les écoles, des fois, ou les décisionnaires pensent qu'on fait assez, qu'on fait ce qu'il faut, on a quand même une impression de... Il ne se passe pas grand-chose vraiment qui aide vraiment les francophones à mettre le pied à l'étrier Non, et moi, et à si je peux s'intégrer. me Alors, permettre, toi qui es aussi dans un village... je suis dans la partie. Alors, en plus, tout dépend des villes, tout dépend du nombre de francophones, tout dépend des budgets qui sont attribués. Moi, personnellement, à Khadera, c'est ras les pâquerettes. Et c'est là où tu te rends compte que, en fait, ils se jettent à l'eau. Alors, tu es là pour les aider dans les premières démarches, 1 an, 2 ans. Pareil pour l'Ulpan. L'enfant, il y a le droit la première année ou la deuxième année. Après, niet. Je vais te raconter une anecdote parce que c'est amusant. Moi, j'ai travaillé, je t'avais raconté, sur un programme. C'est la première fois que ça existe en Israël. On a bossé avec l'association Sous la Mode sur un programme qui est une formation en fait pour les enseignants israéliens, Sabra complètement, qui sont nés en Israël et qui était, si vous avez un enfant au lait de France dans votre classe, ou 5 ou 10 ou 30, comment l'intégrer? Ça, c'est C'est des gens qui sont en contact avec des Israéliens francophones depuis toujours, qui ont toujours vu des vagues de Olim. Il faut voir les réactions. Il y a eu 80 inscrits dans... génial. C'est incroyable d'ailleurs, c'est beaucoup plus que les chiffres moyens d'une Ça, je trouve ça formation. génial. Et les gens, c'était waouh, Bah oui. ah, ce que j'ai compris, ah, ce que j'ai appris, ah, je vais changer. Et en fait, on s'aperçoit que ce truc-là, donc, s'il t'apporte tellement, il aurait dû exister depuis des années. Et en fait, non, c'est presque une initiative privée, c'est-à-dire, si on n'avait pas sorti. Et là, Voilà. tu t'aperçois que la route est très, très longue, quoi, des choses qu'il faudrait faire. Alors, on a décidé puisqu'on a un député francophone qui rentre à la Knesset, qui fait partie de la coalition et qui a déclaré à peine rentré, je me vois comme le représentant des Olim francophones, eh ben, c'était l'occasion L'appeler Yossi Tayeb. de l'appeler et de lui poser des questions, vu que maintenant, Shai et David nous ont donné assez d'éléments pour aller appeler le député. Bonsoir, Monsieur Tayeb. Alors, voilà, en tant que député, on voudrait avoir votre ressenti sur notre première question déjà. Est-ce que la classe politique est consciente aujourd'hui qu'une alia de France, une alia d'Éthiopie et une alia d'Ukraine n'est forcément pas la même au niveau intégration? Tout à fait. D'ailleurs, j'aimerais vous dire que je suis sorti il y a à peu près 1 heure du bureau du ministre de l'Intégration, le ministre Ophir Sofer, qui m'a lui-même annoncé qu'il allait s'investir d'une manière très, on va dire, il a vraiment pointé du doigt l'ALIA francophone. Il est conscient des différences entre l'ALIA russophone des années 90, l'ALIA américaine, l'ALIA francophone et les autres ALIA, donc éthiopiennes entre autres. Il comprend qu'il y a des besoins très spécifiques pour l'ALIA francophone, que ce soit la reconnaissance des diplômes et le travail que l'on doit mener en face du ministère de la Santé, en face du ministère de l'Éducation, en face de la façon de travailler et d'apprendre l'apprentissage de la langue sur le Ulpan. Il en est très conscient. On a conclu qu'on allait se rencontrer pour faire une réunion de travail 1 fois par semaine. Je pense que c'est une première pour un ministre de l'intégration, bien que j'étais en très bon rapport et en très bon... on a très bien travaillé avec la ministre sortante, Pninnah Tamano-Shata, mais je pense qu'avec le ministre Ophir Sofer, le ministre entrant de l'intégration, on a vraiment quelqu'un qui comprend les différences, mais qui comprend aussi qu'il ne comprend pas toutes les différences.
Et je lui ai dit que j'étais à son service. Et donc, on a, comme je vous disais, conclu de faire une vraie réunion de travail une fois par semaine de 35 à 40 minutes pour pouvoir faire avancer les sujets, voir que les sujets avancent, mettre en place des partenariats. Je pense que c'est une première depuis la création de l'État d'Israël. Alors, c'est très important pour nous parce que, en plus d'être député, vous êtes aussi un Ish Chinour. Vous êtes quelqu'un qui avait travaillé énormément dans le domaine de l'éducation. Et comme notre émission de ce soir, c'est essayer de rentrer dans la tête d'un adolescent qui fait sa Aliyah de France vers Israël, alors vous allez sûrement pouvoir nous en dire plus. On va coller deux questions en une. Comment le fait d'avoir un député qui est lui-même au lait de France, etc., peut nous aider à encore mieux faire entendre la voix des Français, mais aussi à faire encore mieux comprendre le processus que passe un jeune au lait de France, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les ministères se disent « après 2 ans, c'est bon, il est intégré. Après 3 ans, on peut arrêter les droits comme si… » Or, c'est beaucoup plus long, on le sait sur le terrain. Je vais vous dire, c'est une des raisons pour laquelle j'ai demandé de prendre la présidence de la commission de l'éducation, de la culture et du sport. J'ai mis aujourd'hui à l'ordre du jour le problème des Ulpan et de la paye aussi, des morim du Ulpan, qui malheureusement sont payés la moitié de ce qu'est payé un professeur de maths ou d'anglais. Je suis content d'avoir pu recevoir la présidence de cette commission. C'est exactement ce que je veux amener au sein de cette commission. C'est-à-dire que parler de tout ce problème de Aliyah, d'adolescents qui arrivent ici en Israël, de structures qui ne sont pas adéquates, que ce soit sur les Shaot Ulpan, sur les Shaot Olim, on a tout un processus qui malheureusement, le Misrad HaChinour, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Intégration, le ministère de la Diaspora, l'agence juive veulent faire aider l'Aliyah de France, ont toujours voulu. Le problème ne connaissait pas le problème et on n'avait jamais eu vraiment de poste clé, que ce soit au sein de la commission ou au sein du ministère de l'Éducation. J'ai eu la semaine dernière une réunion avec la directrice du département des Olim au ministère de l'Éducation. On a un travail qui va être fait main dans la main. J'ai proposé moi-même déjà que la reconnaissance du Olé ne soit pas comme vous l'avez si bien expliqué, sur les 1 an ou 2 ans, mais c'est un processus beaucoup plus long. Il y a eu déjà des antécédents, c'est-à-dire que le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Intégration ont compris, par exemple, pour la Aliyah éthiopienne, qu'il fallait rallonger le terme. J'ai demandé à ce qu'il soit rallongé aussi pour la Aliyah de France. C'est un sujet sur lequel on va travailler. C'est des sujets qui vont être à l'ordre du jour au sein de la commission. J'ai pris la décision aujourd'hui d'ouvrir la première commission sur un sujet de l'Aliyah, justement, pour faire comprendre et au ministère de l'Intégration, au ministère des Finances et au ministère de l'Éducation que le sujet de l'Aliyah au sein de la commission sera un sujet du jour le jour et que nous allons travailler ensemble, main dans la main, pour pouvoir faire avancer ces sujets clés. D'accord. Et juste comme ça, est-ce que vous avez quelque chose en particulier comme projet que vous envisagez de faire avancer pour aider les familles, parce qu'on entend beaucoup aussi des familles qui font des yéridotes, d'accord ? On ne peut pas s'en cacher, mais il y en a pas mal, et il y en a qui l'envisagent. Moi-même, j'entends et je vois des familles repartir. Est-ce que vous avez un projet aussi qui se dirige en ce sens pour endiguer ce phénomène ? Parce que c'est quand même assez triste. Alors, il faut comprendre que ce phénomène, il a plusieurs volets. D'accord ? Il y a tout d'abord le volet du problème du travail. D'accord ? Il y a un vrai problème de profession, de reconnaissance de diplôme, entre autres. Le problème du pouvoir d'achat qui monte en Israël. Pour les retraités dont l'euro chute, donc on a un problème de pouvoir continuer à vivre ici en Israël. On a le problème de l'éducation. Donc je pense qu'il y a énormément de problèmes, il y a énormément de sujets qui doivent être travaillés. En simultané, en fait. Qui doivent être travaillés en simultané, oui, mais d'un autre côté aussi, il y a des sujets qu'on pourrait peut-être faire avancer, alors que d'autres pourraient avancer d'une autre manière. Je pense qu'en fait, il ne faut pas mettre tous les sujets ensemble et les faire avancer les uns après les autres. En ce qui concerne, par exemple, l'éducation, je peux vous dire que moi-même, je suis arrivé en Israël en tant qu'adolescent, je suis arrivé à l'âge de 16 ans.
mes parents sont montés en Israël alors qu'on était là pendant les vacances par un coup de tête, presque un coup de tête. On décidait qu'en août, on allait arriver en Israël. On se pointe ici en août. Mais arrivé en août, septembre, il faut commencer le circuit scolaire. Et là, mais il n'y a rien d'adéquat. Et c'est là que mes parents prennent la décision que je reparte en France. Donc, je suis reparti faire une année scolaire supplémentaire en France où j'habitais chez mes grands-parents. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Il y a un peu plus de structure, un peu plus de savoir-faire, mais ça ne suffit pas non plus. Je pense qu'on a l'obligation aussi de faire beaucoup d'activités extrascolaires, que ce soit au sein des communautés ou au sein des écoles, des mouvements de jeunesse qui doivent être adaptés et adéquats pour amener justement ces Olim à participer et à être un peu plus avec les Israéliens, mais tout en étant aussi entre eux pour avoir chacun son point de repère. D'accord, un Olé, même s'il est adolescent, en fin de compte, il lui faut quand même son point de repère. Je suis en train de travailler justement sur ce qu'on appelle le Bilti Formali, c'est-à-dire que l'éducation non formelle au sein du ministère de l'Éducation. C'est d'ailleurs un des sujets, le jour où j'ai pris mes fonctions au sein de la commission, j'ai mis 3 grands axes que j'allais m'occuper pendant ce mandat. C'était bien entendu l'éducation pour les enfants handicapés, les Olim, l'éducation non formelle. Ce sont des points essentiels sur lesquels je vais m'occuper au sein de cette commission et bien entendu en mettant le doigt sur l'ALIA de France, l'ALIA d'une manière générale, mais l'ALIA de France d'une manière très spécifique. Ça fait plaisir. Je pense, monsieur le député, que vous avez dit le mot peut-être principal. Avec toutes les bonnes volontés qu'on rencontre quand même ici et là, c'est pas suffisant. C'est-à-dire, on a vraiment cette impression, même quand on parle des fois de méga-shrim, de ces gens-là qui vont faire un peu la courroie de transmission entre les Olim, et on va apprendre qu'il y en a un pour 500, des fois un pour 1000 Olim, mais c'est pas sérieux. Donc effectivement, des fois on peut rencontrer de très bonnes volontés, des gens qui ont vraiment envie de donner, et puis on a l'impression que les moyens n'ont pas suivi, et qu'il faudrait tout multiplier par 5, par 10 pour arriver à une véritable efficacité. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui va probablement réussir à tenir ses 4 ou 5 ans. On a peut-être une chance de faire un travail en continu qui ne sera pas interrompu dans 6 mois. Et c'est aussi peut-être une chance pour le pays. Donc, donc c'est justement ce que je vous disais, c'est que c'est ce qu'on attendait, d'avoir enfin un gouvernement stable pour faire avancer des sujets sur du long terme et non pas juste sur du court terme, pas mettre juste des pansements, mais préparer de vrais sujets, surtout pour l'ALIA de France. J'espère avoir vraiment un gouvernement qui soit là sur du long terme pour pouvoir faire avancer ces sujets. Espérons qu'on y arrive, mais c'est l'idée qui est derrière ça. Et je veux aussi rajouter, il ne faut pas oublier, au sein de nos accords de coalition, on a demandé à ce qu'il y ait 15 millions de shekels qui soient déposés pour l'éducation des Olim et d'une manière très spécifique pour les Olim de France dans toutes les écoles qui font partie à ce qu'on appelle à la Rechet Bnei Yosef. On parle de 15 millions de shekels par an qui ne vont pas être de l'argent de coalition, mais de l'argent budgétaire gouvernemental qui va rentrer d'une manière intégrée d'année en année dans le budget annuel du gouvernement. Je pense que c'est une première aussi. Et encore une fois, on parle non pas que d'un Olé, mais aussi d'un enfant de Olé, c'est-à-dire que l'enfant est peut-être né ici en Israël, mais va pouvoir recevoir, si vous voulez, ces services. Et l'idée qui était derrière ça, c'est justement, encore une fois, c'est qu'on connaît les problèmes de l'ALIA de France. Quelqu'un peut être né ici en France, mais il a grandi, entre guillemets, dans un ghetto francophone où les parents, ont à la maison la télé en français, la radio en français, les journaux en français, l'Internet, parle en français et l'enfant, il est peut-être né en Israël, mais il a un vrai problème de langage, il a besoin de soutien scolaire, que ce soit en maths, en hébreu, etc., des ulpanim. Donc je pense que le fait d'avoir fait rentrer la possibilité à ce qu'un enfant qui est né ici, mais un Ben Olé, c'est-à-dire un Dor Sheni, une deuxième génération de Olé, pourra lui aussi bénéficier de ces services. Je pense que c'est quelque chose de très important. C'est super. Alors on va vous suivre à partir de maintenant pour voir la réalisation de tout. Mais c'est sûr que vous représentez quelque part aussi un espoir pour ceux qui vous regardent et qui disent on peut arriver à 16, 17 ans et être quand même à l'acte 7 un jour. Donc c'est pas mal, ça fait une ouverture. Ouais, ça aussi. Sympathique. On vous souhaite un grand Be'atzlacha. Be'atzlacha, Yossi, merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous, merci.
Alors, Sarah, ça va être le temps de faire un peu ce qu'on appelle en hébreu les sikumim, c'est-à-dire le résumé un peu de ce qu'on a appris ce soir. Alors, pour moi, ce qu'on a appris, c'est que même quand il y a de la bonne volonté, même quand il y a des gens qui sont dévoués sur le terrain, etc., par rapport à la vague de Alia qu'il y avait eu, on se souvient encore de la grande vague avec des milliers de Olim de France, même si ça s'est ralenti un peu aujourd'hui, on comprend aussi que cette Alia, elle est aussi dépendante d'Internet. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, quelqu'un qui n'arrive pas à s'intégrer, qui ne reçoit pas les services, il lève son téléphone, rien que sur WhatsApp, il peut parler à sa famille de France et dire les gars, venez pas, il n'y a pas Ouais. le système qui est mis en place pour vous intégrer au mieux. Et donc, on a une petite lueur d'espoir avec le député, avec David Waki qui nous dit si j'avais plus de moyens, si j'avais plus de possibilités, on a vraiment l'impression que c'est un peu le nerf de la guerre. Des gens qui comprennent mieux le problème et des moyens qui sont mis pour essayer de... Ben voilà, les gens de terrain ont des besoins. La chance qu'on a, je pense, aujourd'hui, c'est qu'on a quand même un député francophone qui connaît aussi les problèmes de terrain, parce que c'est pas tout d'être député, il faut aussi connaître les problèmes de terrain. Et si, entre les deux, il y a, comme on dit, un tsinor, et que ça suit dans les budgets, je pense qu'on arrivera plus à travailler et à aider nos chers ados. Alors pour vous, Olim, qui avez suivi, qui voulait apprendre aussi un mot en hébreu, tsinor, c'est un tuyau pour arriver à faire passer effectivement ces budgets et ces réussites devant. On a aussi, et ça ne l'oublions pas, des médias francophones, comme Tandem TV aussi, qui vont pouvoir suivre toutes ces belles promesses et ces bonnes résolutions. Nous serons vigilants. Merci de nous avoir suivis. Merci Sarah d'avoir été... merci à toi Bernard et bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Merci à toute l'équipe de Tandem TV. Au revoir.